tous, de quoi Louis Sarkozy est-il le nom? C'est la question que l'on va se poser avec notre invité du jour, Rodolphe Cart. Bonjour. Bonjour. Rodolphe Cart est journaliste pour la revue Éléments, également contributeur à Front Populaire et Omerta. Vous êtes, Rodolphe Cart, déjà l'auteur de plusieurs ouvrages, Feu sur la droite nationale et Faire légion pour un réveil des autochtones. Mais on va bien parler de Louis Sarkozy puisque il en est question dans cet ouvrage publié chez Perspective Libre. Donc je disais le titre tout à l'heure, de quoi Louis Sarkozy est-il le nom? En tout cas, on sait qu'il est le fils du président, de l'ancien président d'ailleurs, Nicolas Sarkozy. Il a grandi et fait ses études aux États-Unis dans une académie militaire. Il avait déclaré en 2019 qu'un retour en France serait inenvisageable. Depuis 2024, il est malgré tout l'invité régulier de la chaîne d'information en continu LCI. Comment, Rodolphe Cart, vous expliquez ce retour? Quels sont les réseaux exactement à l'origine de cette couverture médiatique? Déjà, comme vous l'avez dit, c'est le fils de notre cher ancien président. Alors, bien sûr, Nicolas Sarkozy nous est tous resté en mémoire pour son côté un peu comique. C'est la fameuse Rolex au poignet, Ray-Ban sur le nez. Et puis pour des côtés un peu plus dramatiques, ou en tout cas un peu moins drôles, comme le fameux traité de Lisbonne passé par Congrès, son américanisme bien connu, son atlantisme aussi forcené. Et c'est vrai que oui, c'est toujours intéressant de s'intéresser aux familles politiques. C'est une tradition qu'on connaît bien aux États-Unis avec les Kennedy, les Roosevelt. En France, bien sûr, il y a eu les grandes familles royales, les grandes dynasties royales. On a aussi même des dynasties républicaines comme les Carnot ou même les Debré plus récemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, disons qu'on a un peu descendu d'un cran avec maintenant les Sarkozy et même les Duhamel, les bien connus Duhamel. Donc c'est vrai que je me suis intéressé à ce personnage parce que c'est toujours intéressant de voir revenir comme ça des personnalités, surtout avec des noms aussi connus. Et c'est vrai que j'ai essayé de dessiner et un peu de comprendre pourquoi justement Louis Sarkozy revenait. Et c'est vrai qu'à mon avis, il y a 3 plans d'analyse qui sont intéressants pour le comprendre. Comme vous l'avez très bien dit, ce sont ces réseaux familiaux, mais aussi plus larges. Ensuite, il y a la question... Pour rappeler d'ailleurs que c'est Martin Bouygues qui est le président du patron. groupe TF1, LCI étant une chaîne de ce groupe. Exactement, et c'est son parrain. Donc Exactement. là, on voit bien les réseaux qu'a tissé son père quand il était maire de Neuilly de 1983 à 2002, où il a vraiment côtoyé cette grande bourgeoisie d'affaires française, le grand patronat, on va dire. Et c'est vrai que oui, je me suis donc intéressé aussi à sa place dans un moment, à mon avis, qui est vraiment intéressant au sein de la politique française, qui est une reconfiguration de la droite, notamment avec les dernières péripéties qu'on a connues via Marine Le Pen, avec son cas pour la prochaine présidentielle, bien évidemment. Et puis enfin, il y a à mon avis, une question, on va dire, un peu plus profonde, qui est celle du devenir de la droite, où j'oppose une droite qu'on pourrait qualifier de libérale conservatrice à une droite alibérale, plus nationaliste, souverainiste. Et à mon avis, c'est un débat qu'on va avoir de plus en plus au sein du camp national. Vous pensez qu'il reste une place à prendre entre la Macronie et le Rassemblement national? En tout cas, le flotteur droit de l'extrême centre essaye de la récupérer, cette place. Et moi, justement, je me suis intéressé, vous savez, à Aquilino Morel. C'était l'ancien conseiller politique de François Hollande, exactement. Et c'est vrai que ce sont des ennemis politiques, mais il faut aller les lire, parce que surtout quand c'est des ennemis politiques de qualité, ils ont parfois des choses à nous apprendre. Et Aquilino Morel, dans un article pour Le Point vraiment intéressant, en tout cas, il essayait de comprendre l'engouement pour le Rassemblement national. Et il expliquait justement que le vote Rassemblement national était assez facilement explicable. Tout d'abord par la désindustrialisation, ensuite la paupérisation et le déclassement d'une petite classe moyenne, l'insécurité culturelle, l'immigration incontrôlée et enfin la fédéralisation ou en tout cas le processus fédéral de la France au sein de l'Union européenne. Et il expliquait que la seule personnalité politique qui avait réussi ces dernières années à ralentir l'envolée à l'époque du Front National et maintenant du Rassemblement National, c'était Louis Sarkozy en 2007. Parce que c'est vrai que la stratégie Buisson en 2007 avait fait reculer en nombre de votes le Rassemblement de Nicolas Sarkozy. Ouais. Exactement. Ouais. Donc, Aquilino Morel dit, justement, il faut que le gouvernement central, ou en tout cas l'extrême centre, si elle veut gagner la prochaine élection et ne pas que le RN accède au pouvoir, il faut faire émerger un nouveau Sarkozy. Et c'est là que notre cher Louis Sarkozy rentre en jeu, parce que lui, à mon avis, il est le VRP de luxe pour Bruno Retailleau, le potentiel, ou en tout cas l'un des potentiels candidats du centre droit.
Donc une jeunesse passée aux États-Unis, des études dans une académie militaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Rodolphe Cart, ce que Louis Sarkozy a ramené des États-Unis? Ah bah c'est vraiment un univers mental. Comme vous l'avez très bien dit, il fait ses classes militaires aux États-Unis. Il va même acquérir la nationalité américaine en 2023. Il a donc été naturalisé. Et c'est vrai que c'est vraiment un environnement qui va l'influencer énormément. Petite anecdote assez rapide, il prend le nom quand il rentre à cette école militaire d'Adams. Et Adams, c'est un nom qui vient d'un jeu vidéo, Medal of Honor, où dans ce jeu vidéo, on incarne un GI. Donc là, vous voyez vraiment, il y a un environnement déjà qui est posé dès l'adolescence. Et ensuite, ça va s'affirmer parce qu'il va faire des études à l'université de New York. Et là, on voit que ses références vraiment politiques, intellectuelles, à chaque fois, elles sont anglo-saxonnes. C'est Grant, c'est John Locke, le philosophe libéral bien connu. Donc on voit vraiment que c'est son environnement, c'est son bain intellectuel dans lequel il baigne, et ça va vraiment l'imprégner. Comment ça se traduit justement? Vous dites il est baigné dans le conservatisme et dans le libéralisme. C'est quoi ses références, son approche par rapport à ces valeurs? En fait, chez lui, on retrouve vraiment le discours traditionnel qu'on peut retrouver chez tous les libéraux conservateurs, même européens. Critique du mammouth bureaucratique, liberté d'entreprendre, liberté de déplacement aussi, vraiment cette idée aussi de sécurité. Ça, c'est très intéressant, ça revient beaucoup, surtout qu'on va arriver dans une nouvelle période électorale présidentielle. Vous allez voir que justement tous nos petits présidentiables de droite vont muscler un peu leur jeu sur ces questions. C'est vraiment un discours somme toute conventionnel, et c'est vrai qu'il a même un peu la donnée aussi néoconservatrice. Ça, je l'avais appréhendé dans un précédent livre qui s'intitulait justement La menace néoconservatrice, et que ce soit en politique intérieure ou en politique extérieure, on retrouve vraiment des correspondances, comme je vous l'ai dit, chez tous les libéraux conservateurs qu'on retrouve en Europe. Alors, ce goût pour les États-Unis, évidemment, Nicolas Sarkozy est complètement dans ce bain. Il avait d'ailleurs révélé sa candidature à l'élection présidentielle de 2007 en août 2005, donc soit 16 mois avant son officialisation. C'est quoi... Comment vous comprenez l'intérêt de cette famille pour les États-Unis, eux qui sont français, d'origine hongroise et grecque, donc vraiment une famille européenne et juive par la mère? En fait, c'est vraiment une incarnation de la droite orléaniste, vous savez, on va dire de l'ouest parisien. C'est vraiment le modèle anglo-saxon, multiculturaliste, vraiment où on est vendu, mais c'est pas vendu, mais aux idées du libre marché, de ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est la droite orléaniste. Voilà, exactement, très libérale. Et c'est vrai que je me suis replongé dans les articles de l'époque sur le candidat Sarkozy. Et c'est vrai que, comme vous l'avez très bien mentionné, au moment de l'affaire WikiLeaks, donc en 2010-2011, c'est vrai qu'il y avait eu tous ces câbles qui étaient sortis de l'ambassade américaine sur le candidat Sarkozy, où vraiment il disait c'est notre candidat, c'est lui qu'il faut mettre en avant. Il avait été très critique de la politique Villepin, justement, en 2003 sur la non-intervention en Irak. Enfin, il disait vraiment, c'est notre candidat, il faut qu'on le pousse en avant. C'est quelqu'un qui est vendu aux idées du libre marché, de la gouvernance mondiale, vraiment très néoconservatrice et interventionniste. D'ailleurs, on l'a vu avec l'intervention en Libye un peu plus tard. Et donc, vraiment, oui, il y avait cet idéal de projection vers les États-Unis. On sait que les milieux patronaux qu'il fréquentait étaient baignés aussi dans cet univers mental. Donc, comme je vous dis, c'est très logiquement qu'on a retrouvé ces caractéristiques à la fois chez le père et puis après chez le fils. Une famille Sarkozy très cosmopolite, dites-vous dans votre ouvrage. Comment ça se traduit? Vous évoquez son beau-père, Richard Attias, sa maman, Cécilia, et puis sa belle-mère également, Carla Bruni. Oui, au-delà des parents, on va dire, naturels, il faut aussi s'intéresser aux pièces rapportées. Et c'est vrai que, pareil, là encore, j'ai refait des recherches, donc différents articles sur ces personnalités. Et c'est vrai que, par exemple, Cécilia Sarkozy, excusez-moi, avait déclaré justement qu'elle était fière de n'avoir aucune goutte de sang français. Bon, pourquoi pas. Mais là où c'est intéressant, c'est que Carla Bruni, dans le livre de feu Patrick Buisson, La cause du peuple, Patrick Buisson revenait sur une anecdote où justement la femme du président s'entretenait avec le président du film Bienvenue chez les Ch'tis, notamment à l'époque où il y avait cet engouement autour de ce film. Et justement, elle avait
un côté, ou en tout cas un discours très critique sur ces populations françaises. Elle parlait d'endogamie, elle parlait de sang pourri, de vieux sang pourri, et qu'il fallait une régénération par l'immigration. Donc vous voyez, c'est vraiment comme ça, là encore, un univers mental dans lequel a baigné Louis Sarkozy. Oui, le président Sarkozy avait d'ailleurs fait un discours sur le métissage pendant son quinquennat en disant qu'il s'agissait du défi du XXIe siècle et que si les Français n'acceptaient pas ce défi, la République serait là pour punir éventuellement ceux qui n'iraient pas dans le bon sens. Exactement. Et d'ailleurs, lors de ces affaires judiciaires, Nicolas Sarkozy avait pris comme axe de défense de critiquer cette caste qu'il avait dit à demi-mot, entre guillemets, blanche, venant d'un certain milieu. Alors, je ne vais pas ici me faire le défenseur de la caste judiciaire, bien évidemment, mais là aussi, l'angle d'attaque était assez intéressant. Et le dernier personnage que vous avez mentionné, c'est donc Richard Attias, donc son beau-père à Louis Sarkozy. Et là aussi, c'est intéressant parce que je me suis référé à une ancienne émission de télévision, Les Grandes Questions, qui était à l'époque conduite par Franz-Olivier Gisberg. Et le plateau, il est vraiment intéressant parce qu'on retrouve Richard Attias, Daniel Cohn-Bendit et Éric Zemmour. Bien évidemment, Éric Zemmour se fait le défenseur de l'enracinement, de l'identité française, vraiment du côté ethnoculturel, si je puis dire, ou en tout cas de la volonté de conservation de ce noyau. Et en face, Richard Attias, Daniel Cohn-Bendit, eux sont les promoteurs du cosmopolitisme. L'Open Society. Exactement, des villes, si vous voulez, ouvertes sur le monde, comme Shanghai, Londres, et ils critiquent justement l'aspect renfermé, ou en tout cas fermé des Français. Donc là aussi, c'était assez intéressant, même si bien évidemment, Louis Sarkozy n'est absolument pas comptable de ses parents ou de son milieu familial. Il n'empêche, je pense que ça l'a influencé, comme on est tous influencés par notre milieu familial. Exactement. Depuis 2024, on le disait en introduction, Louis Sarkozy a fait ses armes sur la chaîne d'information en continu LCI. Il a pu avoir l'occasion de s'exprimer sur les conflits, que ce soit en Ukraine ou entre le Hamas et Israël. Comment se positionne-t-il ? Et en plus, il était intervenu déjà, justement en tant qu'intervenant au moment de la présidence, ou en tout cas de la campagne présidentielle américaine. Et aussi aujourd'hui qu'il a même une émission avec Rachel Garrido. Donc vous voyez, là aussi, il continue vraiment à s'installer sur cette chaîne. Et c'est vrai que, ces prises de position internationales sont vraiment ces interventions qui l'ont fait remarquer. Il y a cette fameuse phrase, vous savez, qu'il a dit, qu'ils crèvent tous. Je dis en substance qu'il a dit, justement sur le conflit israélo-palestinien. À propos de terroristes du Hamas. Exactement. Donc c'est des paroles quand même relativement fortes. Et c'est vrai que il s'inscrit dans cet axe néoconservateur, j'ai envie de dire plutôt favorable à la politique israélienne et qui dépareille un petit peu avec la politique arabe qu'on avait pu connaître avec d'autres présidents français, ou en tout cas une autre ligne qu'on avait connue en politique étrangère. Et le second point, c'est bien évidemment la guerre russo-ukrainienne. Et là, ce qui est intéressant, c'est que s'il a pu se faire le soutien de Trump au moment de la présidence américaine, j'ai envie de dire que le conflit russo-ukrainien est vraiment le point de rupture. Lui est un soutien de l'Ukraine et évidemment il s'est opposé aux prises de position de Trump, en tout cas ces toutes dernières prises de position que Trump avait annoncées pendant sa campagne. C'est d'autant plus drôle. Mais en tout cas, quand notre cher président Macron a fait sa sortie en disant que la Russie était une menace pour la France, lui a tweeté laconiquement, il a raison. Donc vous voyez, là aussi, on le retrouve de ce côté-là, en tout cas des idées politiques. Et concernant ce conflit israélo-palestinien, Louis Sarkozy avait déclaré « Israël fait le travail de l'humanité », l'humanité étant une définition visiblement assez large à ses yeux. Depuis son retour en France, Louis Sarkozy fait l'objet de toutes les attentions du personnel politique, vous l'indiquez dans votre ouvrage, du personnel politique évidemment de droite, du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau à Rachida Dati qui est encore ministre de la Culture, le maire de Cannes David Lisnard, également Sébastien Lecornu qui est à la Défense. Comment vous expliquez toute cette émulation autour de Louis Sarkozy aujourd'hui ? Tout d'abord, comme je l'ai dit, c'est vraiment un éditorialiste, un promoteur des idées, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, cette ligne plutôt libérale conservatrice. Et après, pour revenir à Aquilino Morel disait qu'aujourd'hui, l'électorat de droite, pour faire simple, est scindé entre deux camps. Les classes populaires et les classes moyennes basses au RN, et on va dire les classes plutôt éduquées, supérieures, la petite bourgeoisie qui, elle,
reste LR, on va dire, ou en tout cas macrono-compatible. Et Aquilino Morel disait justement pour éviter les l'accession... classes éduquées, vous voulez dire qu'il n'y a pas de gens éduqués au RN? Non, mais vous savez, c'est souvent les mots qui reprennent. Ouais. Voilà, exactement. Et en plus, vous savez, les travaux de Christophe Guy, lui, revient sur ces oppositions de la France périphérique et de la métropole, en expliquant qu'aujourd'hui, les votes se font selon, bien évidemment, le revenu, mais aussi le diplôme, ce genre de choses. Donc, c'est des données qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, ni d'un point de vue péjoratif, ni d'un point de vue amélioratif. Mais en tout cas, Aquilino Morel disait que le grand danger, et en tout cas, ce qui permettrait au RN d'accéder au pouvoir, c'est si une partie de cette petite bourgeoisie dite patriote, avec les guillemets qu'il faut mettre, basculait. Et donc, l'objectif, on va dire, de ces personnes, c'est vraiment, de fixer cet électorat qui a la tentation de la bascule pour le RN, notamment avec Bardella, qui arrive à séduire des classes plus supérieures, ou en tout cas plus métropolitaines peut-être que Marine Le Pen. Et justement, c'est cette volonté de fixer. Et aujourd'hui, à mon avis, Louis Sarkozy sert dans cette construction du narratif du nouvel homme présidentiel. Si vous avez suivi, par exemple, le lancement de la nouvelle formule de Valeurs Actuelles, le premier invité de Valeurs Actuelles était Bruno Retailleau, avec ce titre « Et si c'était lui ?» Et justement, la petite nouveauté, ou en tout cas actualisation à faire de mon livre, parce que moi, au moment où cette information est sortie, mon livre était déjà sorti, c'est qu'aujourd'hui, Louis Sarkozy a un podcast avec le média 21 News, et son premier invité, je vous le donne en mille, c'était aussi Bruno Retailleau. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une volonté de construire un narratif. On l'a vu aussi, vous savez, avec tous les sondages qui sont commentés et commandés justement pour faire monter Bruno Retailleau, où on le voit faire toutes ces saillies contre l'Algérie alors que toutes les OQTF nous reviennent par avion. Et vraiment, il y a cette volonté de faire émerger un homme providentiel et qui soit pas au RN, parce que toute une partie du système, et on l'a vu notamment dernièrement avec Marine, ne veut pas du Rassemblement national au pouvoir et veut se maintenir. Ce narratif, on l'avait déjà vu à l'œuvre en 2007 avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy, puis en 2017 avec Emmanuel Macron qui venait de nulle part, mais qui est arrivé à l'Élysée comme on s'en souvient. Louis Sarkozy assiste à la campagne électorale de Donald Trump avant son élection, et il estime que cette stratégie de l'actuel locataire de la Maison-Blanche peut fournir des armes à la droite européenne. Comment la droite dite européenne pourrait s'inspirer de Donald Trump ? Là, par exemple, moi, je pourrais aller dans son sens. Le côté vitaliste de la campagne américaine de Donald Trump, on doit en prendre, à mon avis, je pense, dans les années à venir, en prendre justement acte. Vraiment cette volonté de s'assumer, d'assumer le côté très patriotique, d'assumer le côté croire en son destin, dans la nation, vraiment. Moi, j'ai rien à dire là-dessus, je suis plutôt pour. Mais là où le bas blesse, si je puis dire, c'est que, et ça a donné une micro-affaire Sarkozy, en tout cas sur les réseaux, c'est que Louis Sarkozy vantait par exemple le fait d'avoir séduit ou dragué une partie des électeurs latino-américains. Vous savez que Trump a récupéré une partie des électeurs latino-américains qui, par habitude, votaient plutôt démocrates. Et lui dit, justement, nous, si on a un discours conservateur, on va pouvoir draguer une partie de l'électorat maghrébin en France. Bon, si vous voulez, là, le parallèle a été... Les musulmans étant plutôt conservateurs. Exactement, on disait, justement, vous voyez, si on attaque le wokisme de front, on va réussir à ramener une partie chez nous des électeurs maghrébins. Je pense que les parallèles sont un peu audacieux, notamment si on compare les flux, les entrées, ce genre de choses, et les dynamiques, bien évidemment qu'un latino-catholique n'a rien à voir avec un maghrébin musulman. Je pense là-dessus, on peut pas faire des parallèles, ou en tout cas, si on les fait, on risque, à mon avis, de se tromper. Et justement, la deuxième affaire, c'est qu'un influenceur assez connu des réseaux avait justement apostrophé Louis Sarkozy en lui disant, demain, s'il y a un parti de centre-droit pro-business, qui n'est pas aussi inflexible que les partis de droite sur la question de l'islam, justement, ce parti fera 60%. Et Louis Sarkozy avait acquiescé ce message. Alors là aussi, il s'est repris une déferlante. Et la troisième affaire, qui est peut-être la plus importante, c'est que le JDD, dans un article sur Louis Sarkozy, avait sorti un off. Et ce off, il est vraiment éclairant parce que, tout d'abord, Louis Sarkozy disait « Le prénom Mohamed doit devenir un prénom français ». Premier point. Le deuxième point est encore plus intéressant. Il disait, si dans 4 siècles, les Français sont de la couleur de mon café, mais qui boivent du vin et qui payent des impôts, on aura réussi. Je m'en fiche. Donc là, vous voyez, la rupture, elle est totale. Et c'est vrai que ça nous renvoie à ce débat
qui est pour l'instant aux États-Unis, mais qui est vraiment intéressant à mon avis, c'est qu'une partie des libéraux conservateurs ont pu se faire les défenseurs d'un certain conservatisme sociétal, mais par contre sur la question ethnoculturelle, ils sont complètement à la ramasse. Et donc là, on voyait le différentiel entre, on va dire, d'un côté les libéraux conservateurs et de l'autre les souverainistes plus attachés à la question ethnoculturelle. Justement, sur cette citation de Louis Sarkozy, je la répète, « Si dans 4 siècles les Français ont tous la couleur de mon café, je m'en fous ». Comment est-il vu dans le camp national ? Ah bah ça a été une rupture définitive. En tout cas, dans la bulle, on va dire plutôt des réseaux sociaux. Là aussi, il faut toujours se méfier des loupes grossissantes que peuvent être les réseaux sociaux. Mais en tout cas, par exemple, on l'a vu, là aussi, permettez-moi de revenir à l'exemple américain, on voit qu'aujourd'hui, une partie des décideurs ont le nez sur les réseaux sociaux et sont influencés. Il y a eu cette information qui nous a fait beaucoup rire, où on s'est rendu compte que Monsieur Bayrou recevait une partie des tweets qui avaient de l'influence sur les réseaux, sur son bureau le matin. Et on a vu donc des tweetos comme par exemple Bouli, qui est un tweetos bien connu pour ceux qui utilisent Twitter, pouvait peut-être se retrouver sur le bureau du Premier ministre. Donc là, vous voyez, on commence tout de même à sortir et on voit que l'influence se fait via d'autres canaux que les canaux conventionnels, on va dire télé, presse écrite. Et c'est vrai que cette influence, ou en tout cas cette importance que prennent les réseaux sociaux, mais aussi les podcasts, comme par exemple aux États-Unis, à mon avis, ça c'est une bonne chose pour nous, ou même les médias, on va dire, un peu plus dissidents, comme le vôtre par exemple, chez TVL. Là, on voit que notre voix commence, mine de rien, à porter. Alors, il faut toujours aussi rester très humble. Évidemment que les médias conventionnels ont une force de frappe qui est difficilement égalable, mais en tout cas, on voit que ça commence à s'inscrire. Et dans la logique populiste, qui est plutôt ma logique politique qui m'est chère, c'est vrai que là-dessus, les Américains nous ont donné un exemple aussi. Les podcasteurs stars, l'influence via les réseaux sociaux, ça peut marcher. Mais par contre, c'est plus facile quand on a un Musk, bien évidemment, qui les détient. Vous décrivez une Union européenne en phase terminale. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels seraient les symptômes de cette Union européenne en phase terminale ? Justement, le constat aujourd'hui, il est simple. On a une baisse de la natalité des populations autochtones, on a une immigration de masse extra-européenne et on a, troisième point, on va dire, un modèle économique fondé sur la consommation. Et aujourd'hui, ce constat, somme toute, difficile, ou en tout cas négatif pour nous, il remet en cause vraiment le contrat sur lequel se sont construits les États-nations du XIXe siècle. Les États-nations du XIXe siècle, ils se sont fondés sur quoi ? Sur un peuple ethno-culturellement homogène, on va dire. Bien évidemment, dans les marges, il pouvait y avoir quelques différences, mais vraiment un peuple, on va dire, homogène. Marge, ouais. Exactement. Deuxièmement, une élite, une nouvelle élite, ou en tout cas un remplacement des élites, parce qu'à l'époque, les anciennes aristocraties sont remplacées par les bourgeoisies montantes. Donc on va dire qu'une élite qui se décerne non plus par le sang, mais par le mérite. Troisième point, c'est vraiment une consolidation de la classe moyenne. On a une classe moyenne qui commence à monter au XIXe siècle dans toutes les nations européennes. Et en tout cas, une économie fondée sur l'économie de production industrielle. Et aujourd'hui, on voit que tous ces points, ils sont remis en question. Tout d'abord, la stabilité ethnoculturelle des démocraties de l'Ouest en Europe. Pas besoin de revenir dessus, on sait tous et on a tous fait le constat, notamment en France. Deuxième point, aujourd'hui, l'élite, à l'époque, qui était montée au XIXe siècle, était une élite, on va dire, plutôt nationaliste, mais en tout cas qui se faisait par le travail, par le mérite. Aujourd'hui, on voit plutôt des logiques népotiques, plutocratiques pour se maintenir. Et on voit que nos élites sont de plus en plus de mauvais niveau, justement. Troisième point, la classe moyenne aujourd'hui est complètement fracturée. Ou en tout cas, elle est désintégrée, elle est plutôt en voie de déclassement. Et enfin, le quatrième point, aujourd'hui, l'économie de production, on est plutôt dans une économie de consommation. Et on le voit justement avec les dernières nouvelles et la volonté de mettre des tarifs douaniers. On voit qu'on n'a plus d'industrie, on voit qu'on est en train de se faire désosser en France, entre d'un côté le géant chinois et de l'autre le géant américain. Donc là, vous voyez, tous ces points qui avaient consolidé une sorte de contrat social au XIXe siècle, à chaque fois, ils sont remis en cause. Et à mon avis, c'est pour ça que les logiques, ou en tout cas les réponses libérales conservatrices, ne sont pas les bonnes, et qu'il faut plutôt ici se pencher vers la révolution conservatrice mondiale qui commence à pointer le bout de son nez aux États-Unis, et dont on doit, demain, en France et en Europe, dessiner les traits, si je puis dire. Mais donc, vraiment, ce qui s'est passé avec le deuxième mandat de Trump, ça doit nous donner des questions, ou en tout cas des prémonitions dans le combat à venir. Une politique allibérale, c'est ce que vous prescrivez pour notre continent s'il veut peser entre la Chine et les États-Unis. En 2 mots, ça se concrétise comment une politique allibérale ? Tout d'abord sur les relations internationales.
je veux dire, là aussi, Trump nous fait la leçon. Il revient à des relations, j'ai envie de dire, réalistes. Non plus teinté comme tous les néoconservateurs de volonté d'imposer une démocratie mondiale. Non, là on est dans vraiment les relations pures. Et cette normalisation des relations entre la Russie et les États-Unis, c'est vraiment un exemple qu'elle nous donne. Surtout que cette tradition, vous savez, réaliste des relations internationales, tradition qu'on pourrait dire westphalienne, où on considère les intérêts de deux belligérants dans un conflit. Ouais. Exactement, la réelle politique. Et ben justement, c'est la voie que nous devons suivre. Nous devons arrêter de nous parer des plumes de belles vertus. Cette volonté, vous savez, de toujours parler avec des trémoulos dans la voix des droits de l'homme. Là, non, on retombe vraiment dans le concret. Et puis après, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui m'est assez cher, mais le 19e siècle, c'est aussi le siècle du protectionnisme. C'est le siècle où on pense les nations en tant que puissance industrielle. Donc là, vous voyez, les notions de protectionnisme ou de réindustrialisation, si à 10 ans, elles étaient complètement, comment dire, démonétisées dans notre camp, bah, comme par hasard, aujourd'hui, elles reviennent. Enfin, en tout cas, nous, notre camp l'a toujours porté. Mais à l'époque, si vous parliez de protectionnisme, il y a 10 ans, vous traitez de ringard. Et comme par hasard, aujourd'hui, c'est des notions qui reviennent. Pareil sur les notions d'identité, de réenracinement, de démondialisation, de circuits courts. Donc là, vous voyez, mais disons que j'ai envie de dire, la réalité des faits, ou en tout cas la réalité du monde, nous obligera à devoir repenser de manière très froide et très réaliste certaines situations. L'avance que nous avions pris au cours des siècles sur les autres continents ou sur les autres nations, aujourd'hui, ça menuise de jour en jour. Et j'ai même envie de dire qu'on prend du retard sur d'autres nations. Je pense notamment à la question technologique. Donc nous avons de moins en moins les moyens de vivre dans notre bulle, et nous devons de plus en plus justement affronter le monde tel qu'il vient. Et à mon avis, c'est ce que fait parfaitement les États-Unis aujourd'hui, via Trump, bien évidemment. De quoi Louis Sarkozy est-il le nom? C'est le titre de votre ouvrage, Rodolphe Carte. Merci à vous. Merci à vous.